Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle référence médicale nationale, le système d'assurance maladie en Mauritanie connaît une série de réformes visant à améliorer l'accès des citoyens assurés aux soins, à simplifier les procédures et à renforcer l'équité dans la prise en charge médicale. C'est dans ce contexte que le ministre de la Santé a effectué une visite d'inspection et d'information à la Caisse nationale d'assurance maladie afin de s'assurer que ces réformes produisent un impact positif réel sur les assurés sans porter atteinte à leurs droits ni compliquer leur parcours de soins. La CNAM a, de son côté, publié un document explicatif détaillant les nouvelles procédures applicables dans les hôpitaux publics, les cliniques privées et les pharmacies, notamment en matière de tiers payants, de remboursement, de prise en charge des maladies chroniques et de digitalisation des services. Pour mieux comprendre la portée de ces réformes, leurs objectifs, leurs garanties et leurs implications concrètes pour les citoyens, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Dr Meidezain, conseiller technique du ministre de la Santé chargé de la prévention et des soins de santé primaire. Bonsoir, docteur. Nous recevons également Dr Mokhtar Mkhaytir, directeur des établissements de santé au ministère de la Santé. Bonsoir. Nous recevons également M. Mohamed Mahmoud Ja'var, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM. Bonsoir. Bonsoir. Sans plus tarder, je m'adresse à vous, docteur. En quoi la nouvelle référence médicale nationale contribue-t-elle à renforcer la prévention et les soins de santé primaire en Mauritanie? Bonsoir. Merci tout d'abord pour nous avoir donné cette opportunité d'éclairer l'opinion publique sur la réforme actuelle, qui est une réforme extrêmement importante pour le système de santé. Donc cette réforme qui a visé un peu l'actualisation du référentiel médical national. Je dois dire que toutes ces réformes répondent un peu aux aspirations des populations et vont en droite ligne avec le programme des autorités supérieures du pays. Donc le programme de son Excellence, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, Toumohi El-Watan, mon ambition pour la patrie, note bien l'importance d'arriver à une couverture sanitaire universelle d'ici l'an 2020. Et donc, elle vise l'amélioration des services de santé offerts, des services de santé qui sont offerts à toutes les populations. Cette priorité aussi est déclinée dans les documents stratégiques du département de la santé à travers le plan national de santé à l'horizon 2030 et surtout à travers le plan national de développement sanitaire pour la période de 2022 à 2030. Ce plan national de développement sanitaire note dans son axe 4 l'importance du renforcement des piliers du système de santé pour arriver à une couverture sanitaire universelle. Donc c'est pour cela que cette réforme vraiment a des objectifs bien précis pour que notre couverture sanitaire universelle s'améliore et pour que les populations puissent donc bénéficier des prestations, des actes qui sont faits au niveau de nos structures sanitaires. Donc le référentiel de lui-même en soi, comme vous le savez, c'est un outil qui est là, qui est disponible et qui permet un peu de préciser avec exactitude les différents actes, les différentes prestations qui sont offertes au niveau de nos structures sanitaires. Ils deviennent plus précis, codés, ils deviennent disponibles, mais ceci et surtout, ceci est applicable au niveau de tous les pays. Donc ce n'est pas quelque chose qui va concerner seulement Nouakchott, mais ceci va concerner aussi tous les pays. Donc toutes les structures de santé vont avoir un référentiel qui est commun à tout le monde. Ça va nous permettre bien sûr
d'unifier les pratiques qui existent et surtout de préciser le parcours des patients. Pour revenir un peu à votre question, quelle est la contribution du référentiel au renforcement de la prévention et des soins de santé primaire? Je dois dire que les soins de santé primaire en soi sont clairs. C'est des services de santé qui sont donc offerts aux populations. C'est des services fondamentaux qui sont accessibles aux populations et qui couvrent les aspects que vous connaissez, donc que nous connaissons tous, les aspects promotionnels, les aspects de prévention, les aspects curatifs de traitement et les aspects de réadaptation. Donc ces services doivent être, selon les soins de santé primaire, disponibles, valides et socialement acceptables. Et ils doivent être fournis aux populations. Ces services doivent être rapprochés aux populations, quel que soit le lieu là où ils sont. Bien sûr, quand on parle de soins de santé primaire, on prend toujours en compte les aspects que sont l'éducation sanitaire, la nutrition, la disponibilité des médicaments, la disponibilité de la prévention et la disponibilité surtout des médicaments essentiels. Donc le système de santé lui-même, qui repose sur 6 piliers, ces 6 piliers, l'assurance maladie intervient presque sur les 6, mais elle intervient essentiellement sur le pilier financement, bien sûr, sur le pilier prestation de services et sur le pilier information sanitaire. Ces 3 piliers parmi 6, là où l'assurance intervient directement. Et donc, cette assurance permet de renforcer ces 3 piliers à travers, bien sûr, la coordination, comme je l'ai dit. Donc, les pratiques sont unifiées. La qualité des services et des prestations de services, surtout au niveau de nos structures, est améliorée, puisqu'on va vers des prescriptions qui sont unifiées, qui sont sécurisées et qui sont surtout de bonne qualité. Mais d'autre part, le référentiel nous permet aussi d'aller vers un soutien important de notre santé publique, puisque tout est orienté vers des choix thérapeutiques qui permettent la facilité à l'accès et des traitements qui sont essentiels et qui se rapprochent des populations les plus lointaines. Et enfin, pour terminer juste, ces référentiels aussi jouent un rôle extrêmement important par rapport à aider ces équipes professionnelles de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge au niveau des structures de santé. Donc c'est un renforcement extrêmement important que joue ce référentiel médical national. Merci beaucoup, docteur. Docteur Mokhtar Mkhaytir, quels sont les principaux changements organisationnels introduits par la nouvelle référence médicale nationale au niveau des établissements de santé? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Moi, de mon côté, je voudrais encore remercier la télévision de Mauritanie pour cette opportunité qui nous est donnée réellement pour éclairer le grand public par rapport aux dernières mesures qui sont prises par la CNAM et qui visent toutes vraiment à améliorer le cadre de prestations et le cadre des services offerts à ces assurés. D'ailleurs, je ne pense pas qu'une institution, n'importe laquelle, va faire quelque chose qui va nuire à l'intérêt de ces usagers ou qui va leur porter préjudice. Et de ce fait, je pense que les mesures qui ont été préconisées vont dans le bon sens. Pour répondre un peu à votre question, moi je dirais que ce référentiel est très important pour le système de santé dans sa globalité, particulièrement pour le système hospitalier, parce qu'il va d'abord renforcer le système d'organisation interne au niveau de l'hôpital, à travers 3 choses essentielles. Premièrement, il va permettre un peu de réguler la relation qui lie l'hôpital avec le patient, mais également l'hôpital avec l'assurance, avec la CNAM. De telle sorte à ce que l'offre de soins qui est proposée soit une offre de soins de qualité et qui répond vraiment aux attentes du citoyen et de l'assuré. Deuxièmement, je pense aussi que ce référentiel, je parle sous le contrôle du directeur général, qu'il a renforcé
le nombre d'actes qui étaient qui étaient assurés par l'assurance. Parce que le nombre d'actes a été vraiment multiplié par 4, voire par 5. Et ce sont des actes qui ont été aussi concertés, non seulement avec le département, mais également avec l'ensemble des acteurs prenants, que ce soit les ordres, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit les ministères concernés comme le MASEF, le ministère de la Défense, les ministères qui interviennent dans le domaine de la santé et de la population. C'est un référentiel qui a été largement concerté et qui a tenu compte ou pris en compte un ensemble d'actes et qui sont basés vraiment sur des faits scientifiques et sur des bases scientifiques. Donc je pense que le référentiel est très important par rapport à la santé et il faut vraiment aller dans son application parce que à travers cette application, on va savoir qu'il va rendre de grands services aux populations. Et donc je pense qu'il n'y a pas lieu de célérer ou de dire que le référentiel n'est pas bon. Il faut attendre, le mettre en application et après voir est-ce qu'il y a des dysfonctionnements. Si il y a des dysfonctionnements, nous sommes là pour intervenir, pour réguler, pour vraiment mettre les choses dans l'ordre. Merci, docteur. Monsieur le directeur général, d'abord, c'est quoi ce référentiel et en quoi contribue-t-il à améliorer la qualité de la prise en charge des assurés de la CNAM et à mieux encadrer les pratiques des acteurs de santé? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Merci beaucoup pour nous avoir offert cette opportunité. En fait, le référentiel médical est un outil indispensable pour tout système de santé. L'actuelle référence médicale est intervenu pour répondre aux incohérences constatées au niveau de l'ancien référentiel médical qui a été adopté en 2012 et qui s'est manifesté par beaucoup de lacunes en termes de confusion dans l'interprétation des DRG pratiquées au niveau des structures hospitalières, au niveau aussi de son caractère désigné parce que le secteur de la santé est par essence un secteur dynamique. Il y a toujours beaucoup d'innovations, beaucoup de protocoles. Et puisque l'ancien référentiel datait de 2012, naturellement, beaucoup de nouveaux soins, beaucoup de nouveaux protocoles n'avaient malheureusement pas été pris en charge. Et la confusion à laquelle donnait lieu l'ancien référentiel médical se traduisait par des pratiques abusives qui ne servent ni le malade, ni le bailleur, en l'occurrence la CNAM, et même pas la structure hospitalière, parce que parfois elle est lésée aussi. Donc en réalité, tout système de santé qui ambitionne d'évoluer nécessite une réactualisation très adaptée de son référentiel médical, et c'est à quoi a donné lieu cette réforme, qui a eu le mérite d'être bien étudiée. Nous avons eu l'honneur au niveau de la CNAM d'être désigné comme maître d'ouvrage délégué pour la réalisation de son étude technique. Et bien entendu, tout le processus avait été piloté par le département, un processus inclusif qui a impliqué l'ensemble des acteurs de la santé, et notamment les structures de santé, les professionnels, les sociétés savantes, l'ensemble des acteurs qui ont vocation à contribuer donc à l'élaboration de cet outil stratégique. Quelles sont les innovations introduites par ce nouveau référentiel? Il y en a beaucoup. Et d'abord au niveau des actes médicaux et des prestations médicales prises en charge notamment par la CNAM. L'ancien référentiel médical donnait lieu à la prise en charge par la CNAM de 911 actes et prestations médicales. L'actuel et le nouveau référentiel médical donne lieu à la prise en charge de 3646. Donc on a multiplié par 4 le niveau des prises en charge en faveur de l'assuré au niveau des structures sanitaires. C'est en soi une évolution importante. Mieux, le référentiel médical, au-delà de l'élaboration de la nomenclature des actes, il les codifie, comme le docteur l'a signalé, il définit les péréquations nécessaires pour le calcul du coût,
et il concerne à la fois les prestations médicales, les médicaments, que l'ensemble des appareillages utiles pour la santé des citoyens. Donc, ce sont tous ces trois volets qui ont été consacrés par des arrêtés conjoints signés par les départements concernés, en l'occurrence le ministère de la Santé, le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique et le ministère de la Défense nationale. Ces arrêtés ont consacré le nouveau référentiel médical, et notamment pour répondre à votre question par rapport aux assurés de la CNAM, ce nouveau référentiel se traduira par des améliorations sensibles. On l'a vu au niveau de l'extension du champ couvert par la CNAM qui est passé de 911 actes à 3646. Cette amélioration va concerner aussi la redéfinition des DRG, parce que par le passé, les mauvaises pratiques dans le cadre de l'ancien référentiel médical obligeaient l'assuré, malgré sa couverture, de payer quand même certains aspects du protocole et du DRG qui lui sont pratiqués. Je donne un exemple. Le DRG concernant le scanner est couvert dans son intégralité par la CNAM. Certaines des structures médicales obligeaient le patient à payer le liquide qui doit être injecté avant le scanner, alors que ce liquide-là est inclus dans le DRG relatif à cette prestation. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le nouveau référentiel médical, par sa codification, par la rigueur qui sera observée dans sa mise en œuvre, va justement mettre les assurés de la CNAM à l'abri, et même le citoyen à l'abri de ce genre de pratique, parce que le malade, fût-il assuré ou pas, n'aura à payer que le coût réel du DRG tel qu'il est identifié et déterminé par le nouveau référentiel médical. Et en soi, c'est une évolution importante dans l'intérêt du malade, dans l'intérêt aussi des structures hospitalières. Et en termes de tarification, bien sûr, la tarification a été élaborée dans le cadre d'une commission technique multisectorielle, qui a pris en considération l'ensemble des aspects qui doivent l'être pour garantir la pérennité de la prestation médicale, et bien entendu pour tenir aussi compte du pouvoir d'achat, et en l'occurrence le coût qui a été défini pour l'ensemble des actes a pris en considération trois dimensions. La première dimension, c'est la moyenne des coûts pratiqués au niveau de la sous-région. La deuxième, bien entendu, c'est le pouvoir d'achat des citoyens. Et la troisième, pour nous autres, en tout cas assureurs, bien entendu, certains actes ont été spécialement majorés pour nos assurés. Donc, en plus de ce que paye le citoyen normal, l'assureur que nous sommes aussi intervient parfois pour certains actes avec un bonus. Je donne l'exemple des consultations. Au niveau des structures publiques, les citoyens payent 50 MRU, alors que les assurés de la CNAM aujourd'hui payent 200 MRU, c'est-à-dire 2000 au Guya ancien. Donc, c'est bien la preuve que nous ne parlons pas d'une tarification qui s'est traduite simplement par une révision à la baisse, non. C'est une tarification qui a inclus à la fois des majorations quand c'est nécessaire, quand c'est imposé par le coût réel de la prestation, par aussi des restrictions, objectivement, quand cela correspond au coût réel de la prestation telle qu'elle est pratiquée au niveau de la sous-région. Et dans tous les cas, nous considérons qu'aujourd'hui, notre système de santé dispose à la faveur de ce référentiel médical d'un outil scientifique, professionnel, concis dans le cadre d'un processus inclusif qui a impliqué l'ensemble des acteurs concernés et qui a eu donc le mérite d'intégrer toutes les prestations connues aujourd'hui dans le système de santé au niveau de la sous-région et qui nous donnera donc toute la latitude de faire évoluer notre système de santé dans un cadre plus cohérent, plus professionnel et plus pratique. Donc vous confirmez que les droits des assurés en matière de remboursement et de prise en charge sont pleinement préservés? Bien entendu, je voudrais préciser qu'en ce qui concerne le coût pour nos assurés, il est resté exactement le même. L'ensemble des assurés de la CNAM
quand ils sont en état d'hospitalisation, sont pris en charge avec un seuil qui frise la gratuité. L'assuré de la CNAM, à l'occasion d'une hospitalisation, ne paye qu'un ticket modérateur de 1000 MRI. Il est plafonné à 1000 MRI, quel que soit le niveau de sa facturation et quelle que soit la durée de son séjour au niveau de l'hôpital. 1000 MRI pour toutes les prestations qu'il est appelé à payer durant son séjour hospitalier. Durant tout le séjour. Durant tout le séjour hospitalier. Donc, c'est une prise en charge qui frise la gratuité. J'insiste là-dessus. Et pour le côté ambulatoire, bien entendu, les seuils non plus n'ont pas changé. Nous continuons à prendre en charge nos assurés dans les mêmes conditions que par le passé. Certains actes sont pris en charge à 80%, notamment les volets, tous les volets qui concernent les analyses, le volet, donc, les analyses en laboratoire, l'imagerie médicale, etc. Et pour le volet médicaments, ils sont remboursés à 67%. Donc c'est une contribution extrêmement utile pour la santé de nos assurés et elle n'a connu aucune modification. Au contraire, du point de vue de la conception qui a été donnée pour le nouveau DRG, il immunise nos assurés contre les surcoûts auxquels donnaient lieu les pratiques telles qu'elles étaient mises en œuvre dans le cadre de l'ancien référentiel médical. Le nouveau étant bien codifié, dont la mise en œuvre est suivie par l'ensemble des acteurs, notamment au niveau du ministère de la Santé, une vigilance mettra aussi bien les citoyens que l'assuré à l'abri des mauvaises pratiques qui lui faisaient payer un surcoût inutile donc à la faveur de la confusion à laquelle donnait lieu l'ancien référentiel médical. D'accord. Merci beaucoup. Docteur, vous avez parlé de piliers. Peut-on dire que cette réforme permet une meilleure orientation des patients dès le premier niveau de soins afin d'éviter la surcharge des hôpitaux? Merci. Donc, tout d'abord, je dois dire que l'assurance est extrêmement importante, mais il est important aussi, quand l'assuré vient voir une structure, qu'il trouve facile les prestations et qu'il voit que son parcours est extrêmement léger et il n'y a pas de difficulté à avoir. Malheureusement, au niveau des hôpitaux, il y a toujours ce problème de surcharge au niveau de l'hôpital. Et donc, les hôpitaux qui ont signé des conventions avec la CNAM, donc, se sont mis sur cet aspect d'organisation au niveau de l'hôpital, mais aussi, il y a aussi l'aspect primaire au niveau des centres de santé et des postes de santé. Je pense qu'au niveau de l'hôpital, pour éviter la surcharge, il est important de souligner que les hôpitaux eux-mêmes sont en train de travailler sur ce qu'on appelle l'orientation précoce des malades qui viennent au niveau de la structure. Puisqu'une personne qui vient au niveau de la structure, il peut venir pour 3 cas. Ou bien il vient pour une urgence, ou bien il vient pour un traitement ambulatoire, ou bien il vient pour des rendez-vous avec des spécialistes pour lesquels il veut continuer ou il va avoir une consultation. Donc au niveau de ce premier niveau, au niveau des hôpitaux, il est important que qu'il y ait un triage et que ce triage puisse un peu être efficace afin d'orienter ces malades vers donc, les services qui réellement vont leur offrir des prestations. Donc, d'habitude, au niveau des hôpitaux, et ceci on le sent ces derniers temps, il y a des équipes qui sont là, des équipes d'infirmiers, bien sûr, de paramédicaux, mais aussi des équipes de médecins. Donc le premier triage est extrêmement important pour que l'hôpital ne soit pas surchargé. Donc, mais ceci n'est pas suffisant. Ce qui est important peut-être, c'est qu'un travail de communication et de sensibilisation des populations qui viennent s'impose. Et ceci aussi
est là, puisque maintenant, au niveau des hôpitaux, on a des services d'accueil qui aident un peu les patients à mieux comprendre le circuit et à mieux comprendre le parcours. Donc, ceci permet un peu de ne pas retarder les prestations qui sont offertes à ceux qui viennent, par exemple, en urgence. Ça, c'est d'une part. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'au niveau des hôpitaux, pour un peu éviter ces surcharges et ces engorgements, un travail doit être fait avec le personnel médical, puisqu'il faut, médical et paramédical bien sûr, puisque c'est eux qui sont là et qui orientent et qui traitent les pathologies courantes. Donc il faut que, au niveau des structures de santé, qu'un travail de communication et de formation, surtout au niveau des généralistes qui sont réellement les premiers niveaux de soins au niveau des hôpitaux, pour qu'ils puissent un peu avoir à l'idée les protocoles qui sont retenus en termes de prise en charge, et en termes d'orientation, et surtout en termes de prise en charge si c'est nécessaire, puisque souvent au niveau des hôpitaux, les malades qui viennent en laboratoire peuvent être pris en charge par le médecin de garde. Donc au niveau de nos structures, vous savez qu'il y a toujours des équipes de garde. Ceci est valable aussi au niveau de primaire, puisque le primaire aussi, les centres de santé sont là aussi pour éviter à ce que les hôpitaux soient surchargés. Donc ce travail aussi de sensibilisation est un travail qui concerne tous les niveaux, et c'est ce qui va permettre à un certain moment, certainement, d'éviter la surcharge des hôpitaux et que les hôpitaux s'occupent un peu réellement de la vraie fonction d'un hôpital, qui est une fonction de prise en charge, surtout quand c'est spécialisé. Et bien sûr, l'appui au centre de santé, dans ce sens, est important pour que ce travail soit un peu coordonné. Et pour ce qui est sûr, c'est que le département travaille dans ce sens pour améliorer un peu la fonctionnalité au niveau des centres de santé. À Nouakchott, par exemple, on a un peu réfléchi à créer des centres de santé qui peuvent donc apporter des services d'urgence aux malades. Ceci dans le sens de faire éviter aux malades des déplacements au niveau des hôpitaux. Donc il y a déjà certains centres de santé au niveau de Nouakchott qui assurent des astreintes et des gardes pour exactement contribuer à ce désengorgement des hôpitaux au niveau de la capitale surtout. Au niveau de l'intérieur aussi, ceci peut se passer. Mais déjà, si on arrive au niveau de Nouakchott, là où on sent qu'il y a souvent une surcharge au niveau des urgences, ceci va apporter certainement une amélioration importante. Mais je dois dire aussi que tout ce qu'on est en train de faire, c'est un peu dans le sens de créer des facilités à ce patient, à cet assuré de la CNAM qui vient chercher un service. Il faut que la qualité de service soit là pour qu'il puisse apprécier un peu ce qu'il est en train de vouloir. On avait un peu marché sur la langue. Comment la continuité de ces soins est-elle garantie pour les assurés, notamment dans les centres de santé et les postes sanitaires? Tout à fait. Donc, par rapport au continuum des soins, je pense que le ministère de la Santé est conscient du fait que ce continuum de soins est extrêmement important. Et c'est pour cela que dans ce cadre, il y a eu l'élaboration d'un référentiel, d'une stratégie de référence contre référence. Donc, un malade qui vient dans une structure de santé, qui peut être pris en charge au niveau primaire, ça veut dire au niveau de centre de santé, post-santé, donc le problème n'est pas posé, il va être suivi. Mais un malade qui nécessite d'être référé au niveau tertiaire, au niveau des hôpitaux, il va aller, et donc cette stratégie prévoit à ce qu'au niveau de l'hôpital, quand le malade est pris en charge, qu'au retour, dans son quartier, dans sa ville, qu'il ait des documents qui permettent un peu le suivi de ces malades et une continuité des soins. Ceci est extrêmement important puisque, surtout dans le contexte actuel, avec la mise en place des agences de la CNAM au niveau de l'intérieur du pays, donc un malade qui est suivi ici pour une maladie chronique, il peut facilement retourner dans son fief, dans sa ville, dans sa localité,
en sachant que déjà il a la possibilité de continuer ses soins là-bas, mais surtout il a des possibilités d'avoir ces médicaments selon le référentiel qui est mis en place. Donc ce volet est extrêmement important dans le cadre du continuum de soins et ça rassure le malade. Parce que le malade qui retourne dans une localité là où il est sûr qu'il retourne et qu'il a la possibilité d'avoir ces médicaments en tant qu'assuré, ceci le réconforte et donc il n'a pas besoin de rester ici à Nouakchott pour continuer ses soins. Dès que le médecin voit que sa maladie peut être suivie au niveau de sa localité, de l'intérieur du pays ou de Nouakchott, donc le problème est réglé. D'accord. Monsieur le docteur Mokhtar, en quoi l'unification des tarifs dans les hôpitaux publics constitue-t-elle un levier d'équité et de transparence? Tout à fait. Quand on a une tarification qui est unifiée, elle va permettre d'abord une équité dans le partage des risques et surtout une équité dans le remboursement des structures de soins, qu'elles soient publiques ou privées. Et donc cela aussi permet aux patients de pouvoir choisir son escience, le médecin ou la structure dans laquelle il veut être traité. Cette unification de la tarification permet aussi d'avoir une traçabilité dans le cadre de la gestion financière de la structure. Parce qu'il faut qu'il y ait une visibilité par rapport aux entrées de la structure pour pouvoir faire une balance et pour pouvoir vraiment savoir le coût réel des prestations qu'elle fournit. Donc, quand nous avons cette visibilité vraiment sur l'aspect financier, quand ces prix ou ces coûts des prestations sont harmonisés, sont unifiés, cela permet donc de suivre le financement de la structure. Comme j'ai dit, d'avoir une transparence de la gestion financière, mais surtout de permettre aux patients de pouvoir choisir à son escience de la structure qui juge meilleure pour sa prise en charge. Maintenant, comment les établissements publics se sont-ils préparés à l'entrée en vigueur de cette nouvelle référence? Donc, pour la mise en application des référentiels, la CNAM a pris un certain nombre de mesures. Tout d'abord, au niveau des établissements publics, surtout des hôpitaux, on a demandé à ce qu'ils préparent une équipe qui sera chargée vraiment de piloter le processus donc, du passage au niveau référentiel. Et ces équipes ont été formées au niveau de la structure pour pouvoir vraiment commencer à la mettre en application. La même chose par rapport à la préparation. Au niveau donc, des hôpitaux, on a mis en place des protocoles de soins qui vont permettre vraiment d'avoir des soins harmonisés à tous les niveaux. Et ces protocoles permettent vraiment que les soins soient de qualité et qu'on traite le patient suivant des protocoles scientifiques. Ce n'est pas un traitement qui se fait sur mesure. Non, il y a des protocoles qui sont élaborés et qui sont donc basés sur des données scientifiques sur lesquelles il faut aller vraiment. Donc, un ensemble de choses qui a été mis en place vraiment pour que le référentiel puisse être appliqué, non seulement du point de vue financier, mais aussi du point de vue prise en charge réelle et prise en charge de qualité des patients. Merci, monsieur. Merci, docteur. Monsieur le directeur général, comment la CNAM garantit-elle la fluidité du parcours de soins des assurés dans les établissements publics et privés? Écoutez, la Caisse nationale d'assurance maladie, au niveau de l'ensemble des structures hospitalières, dispose de points focaux qui sont maintenant appuyés par des équipes à la faveur de la mise en place d'un système d'identification biométrique pour nos assurés lors de leur accès au service de la CNAM. Et donc, ces équipes facilitent l'accès de nos assurés à l'ensemble des services. Car au-delà de l'identification biométrique des malades, nos équipes aussi les accompagnent pour s'assurer de leur jouissance de l'ensemble des prestations qui leur sont prescrites. Donc c'est aussi bien au niveau du public qu'au niveau du secteur privé. Et mieux pour nos assurés aussi, nous garantissons un système de remboursement efficient. Par exemple, au niveau de l'ensemble des structures hospitalières,
dont la CNAM dispose de points focaux et donc de bureaux et d'antennes. Nos assurés peuvent, dès la fin de leur prestation, je précise qu'au niveau de l'ensemble des structures publiques, toutes les prestations prises en charge par la CNAM sont dispensées gratuitement pour nos assurés. Les assurés de la CNAM ne payent au niveau des structures publiques que les volets qui ne sont pas couverts par la CNAM. C'est important à préciser et je confirme qu'en l'occurrence, à la faveur du nouveau référentiel, aucune restriction n'a été constatée par rapport aux pourcentages qui sont en vigueur dans le cadre de la prise en charge de ce volet ambulatoire. Le nouveau système nous permet également d'assurer pour l'ensemble de nos malades qui disposent de feuilles de soins pour leurs médicaments, pour ceux d'entre eux qui sont pris en charge dans le cadre des tiers payants en vigueur au niveau des pharmacies, nos services procèdent à l'élaboration de leurs formalités. C'est-à-dire, donc pour, par exemple, l'ensemble des assurés qui sont affectés par les maladies longue durée, on les appelle généralement les ALD. Donc, ceux d'entre eux qui n'ont pas été inscrits au niveau de la CNAM peuvent faire leurs formalités au niveau de nos antennes, au niveau des structures publiques. Et donc, ça leur garantit l'accès aux médicaments couverts par la CNAM au niveau de l'ensemble des pharmacies dans le cadre du tiers payant, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas à payer la partie qui est couverte par la CNAM. Il s'agit en l'occurrence des malades affectés, donc pour lesquels ils ont bénéficié de prescriptions de médicaments pour les maladies longue durée. Ceux-là bénéficient du tiers payant, et aussi pour l'ensemble des assurés de la délégation générale TESO. Eux aussi, ils bénéficient de la gratuité. Je voulais revenir sur certaines rumeurs qui disent que la CNAM ne soigne pas comme ceux de la délégation de Azur. En général, ne soigne pas les pauvres. Je vous donne l'occasion de... c'est une aberration. Ou d'infirmer. Oui, j'ai entendu aussi, malheureusement, certains parlementaires même le dire. Je l'ai suivi aussi dans certains réseaux sociaux. Je tiens à préciser et à confirmer qu'il s'agit d'une aberration. Les assurés de Azur sont couverts 100%, aussi bien pour leurs prestations médicales qu'en ce qui concerne leurs médicaments. Donc, et aussi bien pour le volet hospitalier que pour le volet ambulatoire. Ils sont pris en charge 100%. Donc, nous avons, lors du démarrage du nouveau référentiel, parce que tout début est généralement un peu difficile, nous avons institué un système de prise en charge au niveau de nos antennes, c'est-à-dire au niveau des points focaux de la CNAM au sein des structures hospitalières. Donc, ce sont ces points focaux qui établissent les prises en charge pour ces malades, et avec ces prises en charge, ils peuvent directement bénéficier de la gratuité des médicaments au niveau des pharmacies. Actuellement, nos informaticiens, nos ingénieurs ont développé dans le cadre de notre système donc la possibilité pour les assurés Azur de bénéficier directement de leur ordonnance au niveau de l'ensemble des pharmacies conventionnées par la CNAM. Et je voudrais préciser qu'à cet égard, dans le cadre de ce régime tiers payant qui est consacré aussi bien pour les assurés affectés par les maladies longue durée et qui disposent donc de certificats d'exonération, que pour les assurés de la délégation générale Azur. Donc la CNAM a élargi même le champ d'action de
du tiers payant, parce qu'au début, il était limité à 14 officines pharmaceutiques, dont 10 à Nouakchott, 3 à Nouadhibou et 1 à Zouérat. Actuellement, nous avons élargi ces services à l'ensemble des pharmacies agréées et qui sont disposées à contracter avec la CNAM. Nous sommes déjà à la 50e pharmacie avec laquelle on a contracté. Et aujourd'hui, ce service est assuré aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Et des démarches sont en cours pour que nous obtenions la liste des dépôts pharmaceutiques au niveau de l'intérieur qui seront homologués par le ministère de la Santé pour pouvoir contracter avec la CNAM dans l'objectif d'étendre ce service pour les régions qui n'accueillent pas encore des pharmacies agréées. En général, la plupart des régions sont plutôt couvertes par des dépôts pharmaceutiques. Nous sommes disposés au niveau de la CNAM à contracter avec ces dépôts pharmaceutiques pour ceux d'entre eux qui bénéficieront de l'aval du ministère de la Santé et qui auront donc vocation à pouvoir contracter avec la CNAM pour assurer ces services tiers payants. Donc je confirme qu'en l'occurrence aussi bien pour les assurés de Théazor que pour les assurés affectés par les maladies longue durée, que ce service tiers payant est assuré au niveau de plis de pharmacie que par le passé. Et donc, c'est naturellement un service qui s'est consolidé et qui s'est élargi. Pour les autres, c'est vrai que le tiers payant qui a été consacré a été annulé. D'abord parce qu'il est illégal. Le mode opératoire au niveau de la CNAM ne prévoit nulle part la possibilité pour la CNAM de couvrir ce type de prestations. Mais la CNAM a fait mieux que le tiers payant. Nous avons fait mieux à la faveur des dispositions prévues dans nos textes, c'est que nous préfinançons nos assurés nécessités. Et on a ouvert un service qui s'appelle Tessil, qui est facilement accessible, aussi bien au niveau de nos antennes, au niveau des hôpitaux, ici à Nouakchott comme à l'intérieur du pays. Il suffit tout simplement que le malade se présente, il présente sa feuille de soins et nos services s'attelleront à lui faire sa demande. Et dans les 24-48 heures, il bénéficiera du montant qu'il aura demandé. En l'occurrence, il a la possibilité de demander 20 000 ouguiyas anciens pour chacun des assurés de sa famille. Donc si vous avez une famille de 3 à 4 personnes et que vous voulez bénéficier de ce service, il suffit de faire la demande auprès des antennes de la CNAM et dans les 24-48 heures ouvrables, vous avez votre argent sur votre compte. Et la CNAM vous consent un réchelonnement sur les 20 premières demandes de remboursement qui peuvent intervenir dans 2-3 ans. L'idée est de créer un fonds de roulement pour nos assurés, pour ne pas les pénaliser. D'autant plus que par ailleurs, la CNAM garantit la possibilité pour l'ensemble de ces assurés, quand ils déposent leur demande de remboursement pour les prestations ambulatoires, ceux d'entre eux qui n'ont pas fait leur service au niveau des hôpitaux, par exemple ceux qui préfèrent faire leurs analyses dans des laboratoires extérieurs à ceux des hôpitaux ou les centres de santé, au niveau des cliniques privées. Donc, ils ont la possibilité de se faire rembourser. Et la CNAM garantit que tout dossier déposé dans l'une de ces antennes ou au niveau du pôle qui a été créé, le pôle destiné donc, au remboursement ambulatoire au niveau du siège, la CNAM garantit que ce remboursement interviendra dans les 10 jours ouvrables à compter de la date du dépôt du dossier. Donc, ce sont des prestations qui ont vocation à faciliter l'accès des services à nos assurés. Et ils ont le mérite d'être encore plus performantes que l'ancien tiers payant, parce que je précise que ce tiers payant a quand même posé beaucoup de problèmes pour nos assurés. Il suffisait pour ceux d'entre eux qui disposaient d'une ordonnance de ne pas trouver un médicament, tous les médicaments qui leur sont prescrits au niveau de la première pharmacie qu'ils vont visiter, pour être obligés de payer le reste des médicaments eux-mêmes. Et ils sont doublement pénalisés parce que d'une part, ils seront quand même facturés, la CNAM sera quand même facturée pour l'intégralité de l'ordonnance, alors que l'assuré n'aura bénéficié que du médicament que la pharmacie concernée lui aura délivré. Le nouveau système garantit à nos assurés de pouvoir se faire livrer leurs médicaments au niveau de toutes les pharmacies agréées.
et donc de se faire rembourser aussi tout de suite après le dépôt de leur dossier. Donc c'est déjà une nouvelle facilité que l'ancien système ne leur garantissait pas. Et mieux, le fait qu'à la CNAM garantit à ses assurés de se faire rembourser dans les 10 jours qui suivent le dépôt du dossier, c'est aussi une grande innovation et c'est ça qui explique effectivement que, alors qu'en 2023, nous n'avons reçu que 1500 dossiers de demande de remboursement ambulatoire. En 2024, nous en avons recensé 4227 et en 2025, nous avons frisé les 35 000 dossiers de remboursement. C'est bien la preuve qu'il y a la confiance, qu'il y a la rassurance au niveau des assurés de la CNAM et que l'utilisation accrue de nos services traduit bien à la fois la confiance qu'ont nos assurés dans le nouveau système et aussi traduit donc la fluidité des rapports pour répondre à votre question que la CNAM entretient avec ses assurés. Merci pour ces éclaircissements. Mais qu'en est-il des hémodialysés Bien sûr. Alors, c'est une autre aberration. J'ai entendu dire que pour les hémodialyses aussi, ils ne sont plus couverts. C'est une aberration. Je voudrais préciser que la couverture des hémodialyses, c'est même un acte souverain. C'est une décision du président de la République. Et donc, elle est à la fois garantie par l'ensemble des autres services et notamment pour les assurés. Aujourd'hui, l'ensemble de nos assurés continue à bénéficier des mêmes conditions et aucun changement n'a été ni intervenu concernant ni la qualité ni le niveau de leur prise en charge au niveau des structures hospitalières publiques et privées. Merci. Merci. Avant de passer la parole à vos collègues, oui. J'ai été interpellé. Certains malades, je donne un exemple, oui. Qui utilisent Coveram 10 sur 10, c'est un médicament. Quand il se présente à une pharmacie, en général les pharmacies, quand vous êtes assuré CNAM, ils ne vous donnent pas le médicament. Et quand vous sortez l'argent, est-ce que la CNAM contrôle tout ça? Écoutez, ça c'est plutôt la responsabilité de nos collègues au niveau du ministère. La CNAM couvre l'ensemble des médicaments dont la liste a été transmise par le ministère de la Santé et qui sont généralement donc, les médicaments qui disposent de l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché. Par le passé, la confusion qui régnait au niveau de l'ancien référentiel médical, la CNAM arrivait à rembourser des médicaments qui n'étaient même pas inscrits qui ne bénéficiaient même pas de l'AMM. Aujourd'hui, tous les médicaments qui disposent de l'AMM sont remboursés par la CNAM. Et quand un médicament ne dispose pas de l'AMM, je parle sous le contrôle des collègues du ministère, la pharmacie n'a même pas le droit de le vendre. Parce que ça suppose qu'il n'est pas homologué par le ministère de la Santé. Donc, il faut déjà résoudre cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'ensemble des médicaments homologués par le ministère de la Santé, dont la liste a été transmise dans le cadre du référentiel médical, sont couverts par la CNAM. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Docteur, les populations vulnérables bénéficient-elles d'une protection spécifique dans le cadre de cette nouvelle référence médicale? Je pense que Monsieur le directeur général vient d'évoquer un peu l'aspect prise en charge par Tahouzur d'assurés. Donc 150 000 familles sont assurées à travers la CNAM. C'est généralement des populations très vulnérables, donc pauvres. Et ça, c'est une décision, comme il a dit, aussi politique pour aller vers la prise en charge au niveau de la CNAM de certaines couches sociales très précaires. On a aussi l'aspect prise en charge de populations vulnérables au niveau des personnes handicapées, les personnes, les indigents, les veuves. Nous avons donc tout ça, c'est des personnes vulnérables qui sont donc prises en compte dans le cadre de l'assurance maladie au niveau de la CNAM.
ou d'autres possibilités de prise en charge de gratuité. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est un peu un souci majeur de la direction nationale pour aller vers la protection sociale de ces populations très vulnérables. Puisque, comme je l'ai dit au début, notre idée, c'est d'aller vers une couverture sanitaire universelle. Donc ces personnes vulnérables qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge donc, sont assurées à travers ces mécanismes qui leur permettent d'avoir cette assurance et donc d'avoir une meilleure santé à travers ces prestations de services qui sont offertes. Merci. Docteur Mokhtar, la prise en charge intégrale des patients hospitalisés représente-t-elle une avancée majeure dans la qualité des soins? Absolument. Quand on est malade, il faut vraiment qu'on bénéficie des soins qui vont couvrir tout ce qu'on a comme maladie. C'est-à-dire des soins intégrés qui sont centrés sur le patient. Et cela représente vraiment un acte majeur et déterminant dans le confort des patients. Par rapport donc à cela, il faut vraiment que le patient soit bien accueilli quand il vient à la structure. Il faut que le parcours des soins soit allégé pour le patient. Il faut l'accompagner depuis son premier contact avec la structure jusqu'à sa sortie de la structure. Donc ça, c'est un peu l'intégralité des soins qu'il faut lui prodiguer. Il faut s'assurer aussi que ces soins sont couverts par rapport à tous les besoins du malade. Et il faut peut-être penser à évaluer ces soins par rapport donc à des critères de performance et de qualité pour vraiment dire que le malade est satisfait par rapport donc à tout le processus qui a été fait pour le satisfaire. Et comment le ministère s'assure-t-il que les établissements appliquent correctement les nouvelles procédures de la prise en charge? En fait, pour cela, il faut qu'il y ait des évaluations périodiques au niveau de ces établissements. Il faut que le ministère puisse suivre de près donc, la mise en application de ces référentiels. Il faut qu'il y ait donc des évaluations périodiques, il faut qu'il y ait des rapports d'activités qui sont envoyés par les structures. Il faut un ensemble de mesures qui vont permettre vraiment d'avoir une réelle vie, une réelle présence auprès de la structure pour s'assurer qu'elle prodigue des soins et des soins de qualité au personnel, aux malades et aux assurés qui en ont besoin. Merci. Monsieur le directeur général, la première partie de ma question, c'est le tiers payant élargi aux pharmacies conventionnées. Est-ce qu'il marque un tournant dans l'accès aux médicaments pour les assurés? La seconde, pouvez-vous expliquer l'intérêt du service de facilitation pour les médicaments ordinaires et son impact concret sur le quotidien des citoyens? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la CNAM a élargi le service du tiers payant à l'ensemble des ALD, en le généralisant à toutes les pharmacies agréées par le ministère de la Santé et qui souhaitent contracter avec la CNAM. Nous avons déjà conventionné 50 officines pharmaceutiques à Nouakchott et à l'intérieur du pays et nous continuons à recevoir des dossiers, l'objectif étant de pouvoir contracter avec l'ensemble des structures et nous avons approché le ministère de la Santé pour identifier les dépôts pharmaceutiques au niveau des régions qui ne disposent pas encore d'officines agréées pour nous autoriser à contracter avec ces dépôts dans l'objectif de garantir ce tiers payant au niveau de l'ensemble du territoire national. Bien sûr, ce tiers payant est garanti à la fois pour les assurés affectés par les maladies longue durée, mais aussi il est garanti aussi pour l'ensemble des assurés de Tazor, comme je viens de le dire. Je voudrais préciser que dans le cadre de l'amélioration des services de la CNAM, il est important aussi de préciser que même si le tiers payant a été supprimé pour les autres assurés, en réalité, la formule de subvention, celle de Teshil, autrement dit le préfinancement, leur offre beaucoup plus d'avantages que ne l'offrait le tiers payant.
Le TESHIL permet aux assurés de bénéficier d'un préfinancement qui leur facilite donc l'acquisition de leurs médicaments au niveau des pharmacies agréées les plus proches. La CNAM leur garantit également un remboursement dans les 10 jours qui suivent le dépôt de leur dossier. Et en cela, elle garantit la création d'un fonds de roulement à la disposition de l'assuré pour pouvoir disposer aisément de ces médicaments. Effectivement, la CNAM a œuvré pour la suppression de l'intermédiation entre l'assuré et la CNAM parce qu'elle posait problème. Elle posait problème d'abord pour l'assuré, parce que beaucoup de nos assurés ne pouvaient pas bénéficier correctement de l'intégralité de leurs médicaments alors qu'ils sont quand même facturés. Et aussi, malheureusement, effectivement, il y avait beaucoup d'abus aussi du point de vue de la facturation. Le nouveau système garantit à nos assurés de pouvoir disposer librement de leurs médicaments, mais il met à l'abri aussi la CNAM contre les mauvaises pratiques qui lésaient ces ressources. Je voudrais préciser pendant que j'ai la parole que, et pour répondre un peu à la question que vous avez évoquée tout à l'heure, depuis l'accès au pouvoir du président de la République, son Excellence Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani en 2019, la couverture sanitaire au niveau de la CNAM a évolué de 478 000 adhérents et aujourd'hui on est 1 85 000 adhérents, soit une évolution de 126%. C'est un indicateur important qui confirme que nous sommes bien sur une dynamique de couverture qui rassure quant à la réalisation de l'objectif stratégique de la couverture universelle fixé par le président de la République à l'horizon 2030. Je voudrais préciser également que en 2023, l'ensemble des assurés enregistrés comme ALD au niveau de la CNAM n'étaient que de 18 000. Aujourd'hui, ils sont 40 000, 41 000 exactement. C'est 41 000 et c'est bien la preuve qu'il y a eu une confiance et donc ils sont conscients des faveurs que représente ce régime et donc nous enregistrons plus de demandes. Récemment, j'ai entendu beaucoup de commentaires qui sont très surprenants à dire que maintenant avec le nouveau référentiel médical qu'il y a une affluence sur la CNAM. En réalité, c'était tout simplement nos ALD qui, à l'occasion de la fin d'année, devaient renouveler leur certificat d'exonération. Ce n'est pas plus que cela. Et aujourd'hui, donc, nous sommes arrivés, puisque nous sommes déjà le 19 janvier, à pouvoir satisfaire toute cette demande. Et donc, et je termine par aussi le fait qu'un autre indicateur est assez illustratif. Quand on est passé de 1500 dossiers en 2023 à plus de 35 000 aujourd'hui pour le remboursement, c'est bien la preuve que l'utilisation des services de la CNAM est une utilisation croissante. Ça dénote d'un surcroît de confiance. Ça dénote aussi d'une qualité de service que la CNAM assure aujourd'hui à ses assurés, ce qui est en contraste avec toute la campagne de désintoxication qui a été menée contre la CNAM et contre le référentiel médical, basé malheureusement sur des contre-vérités. Et en réalité, le nouveau référentiel ne fait que consolider une qualité de prise en charge meilleure pour les assurés de la CNAM et recadre un référentiel médical qui recadre mieux l'action des différents acteurs de la santé publique dans notre pays. Ça, c'était le message, le dernier message, c'était le message de confiance adressé aux populations. Le débat, il est tellement passionnant qu'on n'a pas vu le temps passer. Il nous reste 2 minutes. Un dernier mot. Bon, si je dois dire un dernier mot, c'est tout d'abord notre souci de travailler ensemble avec tous les acteurs pour communiquer avec cette population qui est dans un contexte d'intoxication. Donc, il faut qu'on les rassure. Je pense qu'il y a quand même à demander à nos collègues, surtout professionnels de santé,
de mieux écouter les patients qui viennent pour des services, surtout des services de la CNAM. Eux-mêmes doivent avoir peut-être eux-mêmes une communication pour que ces personnes qui viennent puissent découvrir tout l'atout qu'apportent ces nouveaux référentiels. Je pense que ceci est extrêmement important et ceci va nous permettre un peu d'avoir des patients qui reçoivent leur remboursement à temps, etc. Je terminerai par dire quand même que tout ce volet de référentiel de la CNAM est très prioritaire pour le département. D'ailleurs, la visite du ministre, de son Excellence ministre du ministre de la Santé, vendredi dernier, dénote de cette importance. Et il a, durant cette visite, demandé à la CNAM de vraiment œuvrer pour faciliter toutes les plateformes ou tous les mécanismes qui peuvent réellement rendre vraiment à nos populations une chance pour réellement bénéficier de cette assurance. Docteur Mokhtar, je suis vraiment désolé pour le dernier mot. Okay. Je vais juste tout dire aux populations qu'il n'y a pas lieu de s'affairer et que la CNAM travaille vraiment pour renforcer les cas de prestations qui leur sont fournis et que le référentiel qui est fait, c'est justement pour faciliter tout l'accès à des soins de qualité, pour faciliter le parcours du patient au niveau de ces de soins. Merci beaucoup, merci. C'est la fin de l'émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je rappelle que j'étais avec Dr Ali Meidazein, conseiller technique du ministre de la Santé chargé de la prévention et des soins de santé primaire. Merci. J'étais également avec Dr Mokhtar Mkhaytir, directeur des établissements de santé au ministère de la Santé. Merci. Monsieur Mohamed Mahmoud Ja'far, directeur général de la CNAM. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À la semaine prochaine, Inch'Allah.